Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue les jeux les plus originaux qu'on a testés depuis juillet 2022 et qui sont sortis bien sûr en magasin pendant ce laps de temps. Bien évidemment, il y a quelques jeux qui sont sortis très tardivement, donc ils ne peuvent pas rentrer là-dedans puisqu'il a fallu forcément qu'on les teste, et les jeux qui sont sortis cette semaine, on les a pas encore testés du tout. Il faut savoir aussi que ce sont des sélections qu'on a eues en boutique, donc il y a des jeux qui sont sortis en France qu'on n'a jamais eu en Suisse, et des jeux qui sont sortis aussi en Suisse qui n'est pas sélectionné en boutique, donc on n'a pas pu tester. Ici, il n'y aura pas un ordre précis, c'est assez difficile d'établir un ordre, à part un jeu qui est vraiment au-delà des autres. Lui qui sera vraiment en première position. Les autres, ce sont pas des jeux qu'on a réussi à vraiment classer. Mais par contre, il y a eu des originalités qu'on retrouve pas forcément dans d'autres jeux. C'était un vent de fraîcheur. Je vous laisse découvrir tout ceci avec nous. Le tout premier jeu qu'on vous présente, c'est Clash of Decks et toutes ses extensions, qui sont indépendantes et compatibles. Clash of Decks, c'est un jeu d'affrontement pour 2 personnes, il y a aussi un mode solo inclus, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. 8 ans, c'est un chouïa optimiste. C'est édité chez Gram Édition et l'auteur est Léandre Proust. C'était une belle découverte KS. Oui. Ils ont fait un super KS avec des decks gratuits. C'était le premier, on payait juste les frais de port. Je me souviens plus combien de milliers de box, de boîtes ils ont envoyé, mais beaucoup. Tu m'avais dit 60 000 60 000 quelque chose. Ouais, c'est possible. On est plus sur des chiffres, mais par là autour. C'est un jeu, donc, comme je disais, d'affrontement, dans lequel on va avoir un deck de 8 cartes. Ce deck, soit on le préconstruit avant de s'affronter, soit on fait une phase de draft, où on va disposer des cartes sur la table, on en choisit une, l'adversaire en choisit deux, on en choisit deux, l'adversaire en choisit deux, et on en choisit une. On refait ce processus jusqu'à ce que chaque personne ait un total de 8 cartes. On ajoute donc après le donjon, qui est la carte pour marquer les points. On va avoir donc nos 8 cartes en main, et puis tout à gauche de notre main de cartes, il y aura la fameuse carte donjon, 8 cartes à jouer, et la 9e carte c'est pour les points de victoire. La carte va donc petit à petit, quand on perd des points, aller vers la droite de notre main, et du coup dès qu'elle arrive tout à droite, on la retourne sur l'opposé et on la remet tout à gauche. Dès qu'elle revient de nouveau tout à droite, on perd la partie. L'adversaire est donc gagnant. Chose vraiment intéressante, c'est que quand on joue les cartes et les cartes sont vaincues par l'adversaire, il revient de notre main tout à droite. Donc la tour qu'avant il manquait une seule place pour arriver à la fin et perdre la partie, nous faire perdre la partie, maintenant on aura des points de vie supplémentaires. C'est ça. Au milieu de la table, on va retrouver 2 ponts. On a le pont de haut et le pont du bas. À notre tour de jeu, on va jouer une carte qu'on peut positionner soit sur le pont du haut, soit sur le pont du bas. Les cartes, lorsqu'on les joue, vont avoir un coût de mana. Le coût de mana correspond au chiffre tout en haut à droite de la carte. Et la valeur de mana que l'on peut dépenser correspond au nombre de cartes que l'on a en main, inclus la carte donjon. Les cartes que l'on joue, en plus d'avoir un coup de mana et donc il faut avoir suffisamment de cartes en main, vont devoir être le plus à gauche possible, puisqu'on ne peut jouer que les 4 cartes les plus à gauche de notre main. Autre chose importante à savoir, par contre, que notre deck est formé de manière aléatoire. Donc on peut avoir des grosses créatures, et les grosses créatures, s'ils se trouvent à la fin de notre main, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faudra attendre plus de temps pour pouvoir les avoir prêts et avoir assez de mana pour pouvoir les jouer. D'où l'importance vraiment d'équilibrer son deck, puisqu'effectivement, en début de partie, une fois qu'on a créé notre deck, soit avec un draft, soit en préconstruit, on va mélanger le deck et puis on va faire notre main comme ceci. Une fois que l'on a fini de jouer les cartes en main, on va passer à une phase d'attaque. En commençant par les créatures du pont du haut, chaque créature, en commençant par celle qui est la plus éloignée du pont, vont attaquer la première carte adverse, la plus proche du pont. Toutes les créatures que l'on a posées ce tour-ci ne pourront par contre pas attaquer. À moins qu'ils aient une capacité spéciale qui permet de le faire. On attaque. Si on arrive à baisser la défense de la créature adverse à 0, la créature est donc mise KO, elle est reprise dans la main de l'adversaire. S'il n'y a plus de cartes, on va directement attaquer la main de l'adversaire et c'est comme ça qu'on fait perdre les points de vie à l'adversaire. J'ai déjà un petit peu anticipé, on a des effets. Donc chaque carte a un effet particulier ou plusieurs effets parce qu'on peut les combiner. On a des effets qui permettent de attaquer les 2 ou 3 premières créatures. On a des effets qui peuvent attaquer simultanément la créature du haut et le pont sur le pont du bas, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est très intéressant aussi par rapport à cet aspect-là. Et l'autre chose vraiment très intéressante, c'est que ici, on a un jeu qui est construit, mais on peut créer soi-même ses propres cartes et éventuellement les imprimer chez nous
ou les faire imprimer pour pouvoir jouer officiellement avec. Il y a un site internet dédié à ça où on va pouvoir créer les cartes. Les cartes seront automatiquement équilibrées puisqu'on va leur donner une force, une défense et des compétences, et selon tout ce que l'on donne, le coût de la carte va augmenter ou diminuer. Petite particularité, les effets sont toujours sous forme d'icônes. Donc, on a besoin d'apprendre l'iconographie, à la reconnaître. Et c'est vrai, il n'y a pas le livret de règles dans la boîte, donc il faut aller la chercher sur Internet, sur le site de Clash of Decks. Oui. Ce qui permet en fait d'avoir des boîtes vraiment minimalistes et petites et à prix assez doux. Donc pour ces raisons-là, on a trouvé le jeu vraiment original. Il est accessible, stratégique, avec un système de draft en début de partie qui est vraiment très intéressant parce que il y a déjà de la tension rien qu'avec la draft, et le fait d'avoir tout le jeu que dans sa main, c'est vraiment chouette au niveau du contrôle un peu de ce qui se passe. Le seul aléatoire provient du mélange de cartes qu'on a en début de partie avant d'ouvrir sa main. Donc si vous aimez ce style de jeu, d'affrontement et autres, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'était vraiment une très très belle découverte. Exactement. Le deuxième jeu qu'on va vous présenter, c'est... Tu me parles ? Oui, et on est sur le deuxième jeu. Ah, pardon, il s'agit de Trax. Ah, quelle belle découverte. Trax est un jeu qui se joue de 1 à 6 personnes pour des parties d'environ 25 minutes par enquête à partir de 12 ans. C'est édité chez Kif Édition. Les auteurs sont Juan Rodriguez et Christian Rubiela. L'illustrateur est Pierrot. C'est un jeu coopératif d'enquête qui reprend un petit peu l'idée d'un Micro-Macro Crime City avec une idée très innovante, c'est qu'on va écouter le son de ce qui se passe en fait pendant l'enlèvement de quelqu'un, et on va pouvoir suivre les traces de la voiture, du scooter, de la moto et autres grâce aux enregistrements. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend les détails de la ville par rapport à où la voiture va passer. On aura une grande carte sur laquelle des emplacements seront bien notés, par exemple des travaux, une école, les ponts, les trams, oui, une centrale électrique et plein d'autres choses. Et en plus de ça, les protagonistes, les gens qui commettent le crime vont parfois parler entre elles. Ces personnes vont parler entre elles. Et ça peut donner d'autres indices. Tout ceci va nous permettre vraiment de bien regarder la carte. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également des caméras de sécurité. Grâce aux caméras de sécurité, on peut visualiser un endroit de la ville un instant T, qui n'est pas forcément lié à la scène du crime qu'on est en train d'analyser. C'est ça. Donc parfois on aura des indices, parfois pas. On ne peut avoir que 4 caméras de sécurité allumées en même temps, donc ce qui fait qu'on doit aussi faire preuve de mémoire pour se souvenir un peu des cartes que l'on a déjà regardées, mais qu'on ne peut plus avoir en visuel. Ou alors, il faut sans arrêt manipuler, ce qui fait qu'on va essayer de le faire un minimum, puisque la manipulation peut être un petit peu lourdingue, surtout que certaines enquêtes sont limitées dans le temps. Exactement, il y a un timer qui se déclenche et du coup on doit le résoudre le plus rapidement possible, ce qui fait avant la fin du timer. S'il y a trop de manipulation, on perd beaucoup trop de temps. Ouais. C'est un jeu qu'on a vraiment beaucoup apprécié pour son originalité. Il n'est pas forcément évident, on l'a pas encore terminé. Mais apparemment, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile, notamment aussi au niveau de l'écoute, où il y a des choses qui sont vraiment tendues à comprendre, à analyser. Chose vraiment importante, et que nous on a fait faux entre guillemets au début, utiliser des écouteurs, parce qu'avec les écouteurs, vous pouvez aussi savoir si les sons arrivent à droite ou à gauche. N'hésitez pas à aller sur Trax, surtout que peut-être qu'il y a encore des boutiques qui en ont, mais c'était une rupture quasiment instantanée, donc si vous en trouvez un, n'hésitez pas à foncer dessus. Le jeu suivant, c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, qui semble un peu basique dans sa forme, mais qui dans son fond est très intéressant. Et quand on regarde la boîte, on se dit... ça donne pas très envie non plus. On parle évidemment de... Challengers. J'ai beaucoup aimé ta rentrée. Bon, Challengers, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes pour 1 à 8 personnes. Donc il y a un mode solo inclus. C'est édité chez Zedman. Les auteurs sont Johannes Krenner et Markus Slavicek. Donc, Challengers, c'est un jeu de challenge. Un jeu de tournoi. Un tournoi. Dans Challengers, on débute la partie avec un deck de base. En début de chaque manche, on va pouvoir piocher des nouvelles cartes, 5 cartes au total. Selon la manche qu'on est en train de jouer, on va pouvoir en ajouter
jusqu'à 2 à notre deck. Les autres cartes sont donc défaussées. Ça va petit à petit améliorer notre deck. On est donc sur une mécanique de deck building. Dès qu'on a choisi les cartes, on va pouvoir affronter notre adversaire. Il va y avoir un certain nombre d'affrontements selon le nombre de personnes qu'on a autour de la table. Si on est 4 par exemple, il va y avoir 2 affrontements en même temps, puisque une personne affronte une autre et la troisième personne affronte la quatrième. On va ainsi enchaîner 7 parties différentes. À chaque partie, le premier joueur ou la première joueuse va révéler une première carte, ce qui nous fait récupérer le drapeau. Parce que là, dans Challengers, on va jouer au jeu du drapeau. C'est ça. Une fois que on a révélé notre première carte, l'adversaire va révéler une ou plusieurs cartes. Le but étant d'arriver à égalité ou de surpasser la force de la carte que l'on a révélée. Jusqu'à là, tout va bien, tout est simple. Si on arrive à surpasser la valeur ou à égaliser, on récupère le drapeau. Les cartes que l'on a utilisées qui n'ont plus le drapeau vont sur le banc. Le banc, c'est l'endroit qui a un nombre limité de places. Si on doit rajouter du coup la 7ème carte à notre banc, on perd immédiatement la manche. Si, à notre tour de jeu, on ne peut pas jouer de cartes parce que notre paquet est vide et du coup qu'on n'arrive pas à égaliser avec l'adversaire, on perd également la manche. Mais ce qui rend le jeu vraiment intéressant, c'est les effets des cartes. Oui. Parce que chaque nouvelle carte qu'on ajoute à notre deck amène un effet particulier qui peut être déclenché au moment de la poser, au moment où on perd le drapeau, ou depuis le banc. C'est ça. Donc il y a des cartes qu'on va essayer le plus rapidement possible à mettre en banc. Enfin, essayer, vu que ça reste assez aléatoire, on ne peut pas vraiment le contrôler. Mais il y a des cartes qu'on est très content de voir en banc rapidement, d'autres cartes qu'on a envie de voir plutôt à la fin de la manche sur notre côté. Parce qu'elle nous permet par exemple de récupérer des cartes depuis notre banc. Il y a d'autres cartes qui permettent de faire défausser des cartes à l'adversaire depuis son paquet. Il y a plein d'effets qui vont se combiner. Ça rend le jeu assez chaotique, mais vraiment très fun. Et même à 2. Oui. Ça fonctionne très bien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas testé le mode en paire, donc avec l'automa. Pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et j'ai entendu des autres critiques, l'automa n'est pas terrible. Parce que la force de ce jeu, c'est vraiment les joueurs qui sont à fond, qui vont s'affronter et affronter en deck de cartes. Ou le deck de cartes fait que révéler des choses aléatoires. Voilà. En fait, ça perd un petit peu l'intérêt. Ouais. Donc essayez de jouer en nombre pair, et du coup même à 2 ça fonctionne assez bien. J'imagine qu'à 8 c'est vraiment le fun parce qu'on fait 4 parties en même temps, 4 manches en même temps, et ça jure de tous les côtés parce qu'on pioche jamais la bonne carte au bon moment. Il y a un petit effet un peu à la au charlatan de Belcastel où on tire dans notre sac on tire jamais les bons ingrédients de notre sac. La frustration est là, le fun est là, on rigole, on se moque des autres parce qu'ils tirent jamais les bonnes cartes. On rage parce qu'on tire nous-mêmes jamais les bonnes cartes. Et on va essayer aussi de créer une synergie dans notre deck. On peut aussi épurer son deck à chaque manche. On peut virer des cartes. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au début de chaque manche, on peut virer autant de cartes qu'on veut. Lors de la construction de nos decks, on va essayer vraiment de varier un minimum les cartes. Puisque chaque carte, lorsqu'elle est mise sur le banc, va sur un emplacement différent. Les cartes identiques vont sur le même emplacement. Donc si j'ai 2-3 fois la même carte dans mon deck, eh ben c'est plutôt cool. Par contre, si j'ai 10 cartes et que les 10 sont différentes, je risque grandement de perdre parce que j'ai rempli mon banc, puisque l'adversaire très rapidement va me faire défausser plein de cartes depuis mon plateau vers le banc. Exactement. On a dit qu'on va jouer 7 parties. Mais quand on est à plus que 2, une fois qu'on a terminé, les 2 joueurs avec le plus de points victoire, ils vont s'affronter pour l'ultime bataille. Et là, sans modifier le deck. Donc c'est vraiment la dernière modification de la 7e manche qui sera utilisé pour la bataille finale. Challenger, c'est un jeu, à la base, on n'y croyait pas vraiment. Parce qu'en lisant juste l'explication, on n'arrivait pas à voir le sens du jeu. C'est ça, juste à retourner des cartes, un petit jeu de bataille comme ça, exactement, très aléatoire. Un peu à la T42 que j'ai personnellement... Toi non plus, tu l'as pas trop aimé, T42. Hein. Ah, et toi, plus que moi. Au moins que moi. Ouais, T42 était très aléatoire, un peu frustrant. Là, ils ont réussi à gommer vraiment le gros souci par le côté fun, très dynamique. Enfin, les synergies font que le jeu reste quand même assez stratégique. Mais c'est ça, la grosse force de ce jeu, c'est la construction de ton deck. Le bon équilibrage de ton deck. Oui. Et ça, c'est juste génial, c'est super bien fait, je trouve. Ouais. Et comme le deck est minimaliste, l'équilibrage, il peut être vraiment géré à ce niveau-là. C'est vraiment grâce à toi que je l'ai pris en magasin et que du coup on l'a testé. Parce que j'y croyais encore moins que toi. Mais c'est vrai que tu as regardé quelques vidéos, tu as regardé quelques explications, et puis du coup tu m'as dit allez, prends Challengers, ça a l'air cool. Puis c'est vrai qu'il commençait à faire un buzz. Du coup, je l'ai pris en magasin, et ça a été, je pense, pas loin d'un coup de cœur. Et voilà, notre numéro 4, c'est Tory Machine. Oui.
Et lui, clairement, on est un cran au-dessus au niveau coup de cœur. Oh oui, alors là, je l'attendais, je n'avais entendu parler, j'ai adoré le concept du jeu, j'ai voulu faire une partie, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la possibilité, pour avoir la possibilité de le tester. Une fois testé, je voulais l'avoir en magasin. Et t'as dû attendre trop longtemps encore. Et j'ai dû attendre trop longtemps. C'est un jeu qui est créé par Fabien Gridel et Johan Levet, illustré par Sébastien Bizos et édité chez... Scorpion Masqué, Voilà. nos amis québécois. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 pour des parties d'environ 20-30 minutes. Tout dépend vraiment du niveau du challenge. Parce que les premiers, ça peut être assez rapide. Oui. Plus on avance avec les difficultés, ça, à mon avis, prendre même plus que 40 minutes. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de décryptage de code. Donc, c'est vraiment un de ces jeux qui vont prendre votre cerveau et faire... C'est un jeu pour les matheux, vraiment. On est un peu sur une idée de mastermind. Sauf que là, c'est pas quelqu'un qui va nous donner des réponses oui ou faux. Ce sont Des ordinateurs. des cartes, en fait. Exactement. Quand on dit aux gens ordinateurs, ça leur fait vite peur. Oui. Ils se disent « Ah mon Dieu, il faut une application ». Non, non, non. Thématiquement, ce sont des ordinateurs. À chaque manche, on va dire, on va essayer une combinaison de 3 chiffres. Les chiffres peuvent avoir une valeur de 1 à 5. Du coup, à chaque manche, on peut poser jusqu'à 3 questions aux ordinateurs une fois que l'on a fait notre sélection de 3 chiffres. On va prendre la carte de l'ordinateur, on va créer notre chiffre avec des cartes perforées et on va les superposer pour avoir la réponse. La réponse peut être un OK, comme là devant, ou si on met c'est pas juste, on va voir, un X. J'adore ce concept, comme ça tout le monde va mettre les boîtes, fermer les boîtes dans le bon sens. Les réponses vont en fait nous donner des indices sur quelles sont les valeurs des chiffres. Les réponses en fait vont être par rapport à des tests. C'est-à-dire que chaque chiffre va se voir attribuer une forme. Triangle, rond ou carré. carré. On va interroger l'ordinateur par rapport aux chiffres et l'ordinateur va nous répondre par rapport à sa fonction. Est-ce que le premier chiffre est supérieur aux autres ? Est-ce que le deuxième chiffre est supérieur aux autres ou est-ce que le troisième chiffre est supérieur aux autres ? Selon la réponse de la machine et ce que nous, on a donné, on sait quelle est la réponse qui est juste. Et c'est vraiment tout le cœur du jeu. Exactement. C'est que de la déduction. Certaines questions, certains tests d'ordinateur vont même se contredire entre eux, donc on peut en déduire déjà quelque chose en début de partie. Ce qui peut nous mettre sur des pistes plus rapidement que des personnes qui ne l'auraient pas remarqué. Certaines réponses, parfois, peuvent nous donner des indices sur d'autres chiffres. Si par exemple, on sait que le deuxième chiffre est le chiffre plus haut des 3, du moment qu'on a trouvé le deuxième chiffre, on peut éliminer toutes les autres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à fur et à mesure des parties, ça devient de plus en plus compliqué. On va ajouter des ordinateurs. Les ordinateurs, parfois, ils vont avoir 2 conditions. On ne sait pas laquelle est vraie. En plus de ça, on commence avec 4 ordinateurs. Après, ils vont devenir 5. Et enfin, ils vont devenir 6. Le jeu va vraiment se complexifier. On a des scénarios qui sont déjà prévus dans la boîte. Mais en plus de ça, il y a le site internet de Turing Machine où on peut avoir presque infini scénario pour pouvoir jouer et rejouer. C'est ça. Il y a des challenges quotidiens qu'on peut aller faire, par exemple. Et il y a aussi un générateur de challenge où, apparemment, d'après ce que l'éditeur nous avait dit, il peut y avoir des choses vraiment ultra, méga hardcore que seules des machines seraient capables de résoudre. Donc avant d'aller là-bas, il faut quand même s'entraîner avec le jeu. Clairement. Mais c'est un jeu vraiment qu'on a envie de ressortir. C'est pas forcément pour tout le monde du fait de sa complexité à comprendre en fait le raisonnement des ordinateurs. Le fonctionnement de tout ça est tellement simple en fait à mettre en place, tellement futé. Moi, ce que je trouve vraiment super, c'est qu'on peut faire tout ça sans utiliser d'application. C'est vraiment avec des cartes et c'est juste génial. Donc c'est pour ces raisons que Turing Machine est vraiment pour nous un des gros coups de cœur de cette année. C'est un indispensable de cette année, très clairement. Surtout si vous aimez les jeux de déduction. C'est vrai que c'est quand même un jeu vraiment de niche parce que c'est pas un jeu pour tout le monde et en plus il est très exigeant. Donc il faut déjà s'entraîner éventuellement sur d'autres jeux de déduction, du style un The Key, Break the Code, des choses comme ça. Exactement. On est arrivé à la fin de notre sélection de jeux originaux. Et c'est ça, c'est un vent de fraîcheur un peu dans cette année ludique. C'est pas forcément des révolutions non plus, mais il y a suffisamment d'éléments qui nous font dire que c'était vraiment rafraîchissant.
des expériences nouvelles. Clash of Decks qui est surprenant pour son minimalisme. Trax qui reprend une mécanique de micro-macro mais qui rajoute quelque chose de sonore. Ça a déjà été fait en soi, les enquêtes sonores, mais de mélanger les deux comme ça, c'est vraiment futé. Challengers qui par sa simplicité fait qu'il est très accessible, mais par contre il y a ce côté tournoi qui est hyper prenant. L'amélioration de son deck, les synergies qu'on peut faire, le chaos ambiant. Je pense voilà l'ambiance aussi qui peut créer ce jeu. C'est vraiment prenant. Et Turing Machine, voilà, ça c'est le mastermind de compétition. Et vraiment avoir un jeu aussi complexe dans sa forme que avec du matériel physique, c'est quand même fort. Donc c'est pour ces raisons qu'on a sélectionné ces jeux. On espère qu'ils vous auront plu, que cette vidéo également vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire quels sont les jeux qui vous ont étonné, que vous avez trouvé spécialement originaux cette année. On a également fait une vidéo des jeux originaux qui sont sortis sur les 6 premiers mois de l'année 2022. N'hésitez pas également à aller la regarder. Sur ce, prenez soin de vous, jouer à des jeux. On vous dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.